Bonsoir à tous et à toutes. Avant tout, je voulais préciser mes très sincères et très vifs remerciements pour cette invitation qui m'a fait très plaisir. Je regrette infiniment de ne pas parler italien, alors même que je suis une grande fan de la littérature italienne. Et je remercie beaucoup mon traducteur, qui sans qui rien ne serait possible. Donc je suis une fan de la littérature italienne, mais aussi de la gastronomie. Et comme une grande partie de mes compatriotes, je ne suis pas très douée pour les langues étrangères et je m'intéresse fortement à la nourriture. Donc ici, j'ai été tout à fait reçue de manière... Je crois que je suis en train de devenir une spécialiste du bonbon. J'ai été invitée pour vous présenter une spécificité de la fiscalité française, du droit fiscal français, le quotient familial. Il existe une idée assez répandue, assez connue, selon laquelle la natalité en France serait soutenue, aidée par ce mécanisme du quotient familial. Et c'est un mécanisme assez particulier. La France est connue, c'est assez classique, assez traditionnel, elle est connue pour son taux de natalité qui est le plus fort de tous les États membres de l'Union européenne pour l'instant. Le quotient familial, ce système juridique, existe dans d'autres États, notamment au Portugal, mais c'est vrai qu'il est très rare. Sauf erreur de ma part, je crois peut-être en Italie depuis 2023, avec un système d'allocation universelle unique en 2022. Mais je ne suis pas spécialiste du droit italien. Alors, le but du quotient familial, c'est de permettre de prendre en compte les personnes à charge, principalement les enfants, et donc on a une personnalisation de l'impôt sur le revenu. Cette personnalisation doit inciter, ou du moins ne pas décourager, les couples d'avoir un ou plusieurs enfants. Mon exposé va avoir plusieurs parties. La première, je vais vous expliquer ce qu'est le quotient familial. Du moins, je vais essayer. Et ensuite, de comprendre quels sont les effets de ce quotient sur la famille française. Alors, dans un premier temps, nous allons découvrir le quotient familial français. Et je vais le faire en deux temps. Un premier sur l'histoire, pourquoi on l'a mis en place. Et un second, essayer de vous montrer quel est ce mécanisme qui est d'ailleurs assez complexe. Alors, historiquement, le quotient familial est lié à une notion qu'on a en droit français, peut-être en droit italien, je ne sais pas, mais en droit français, qui est le foyer fiscal. Le foyer fiscal, ça permet de considérer qu'une famille est une unité économique, juridique, un ensemble. Et on parle de foyer parce que sous la monarchie, c'était tous les membres d'une même famille autour de la cheminée, autour du feu. D'où la notion de foyer fiscal. À partir de ce concept de foyer fiscal, on a mis en place progressivement un système pour prendre en compte les membres de la famille dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu a été créé en France en 1914, le 15 juillet 1914. Classique, un nouvel impôt, parce qu'on a besoin de nouvelles ressources pour faire la guerre. Donc, entre 1914 et 1945, on n'a pas de quotient familial. On a l'impôt sur le revenu, mais pas le quotient. En fait, on a un système d'abattement. Et on a déjà une relation entre la fiscalité et la natalité. Parce que les personnes sans enfants étaient plus lourdement taxées, payaient plus, que les personnes avec enfants, y compris les prêtres et les couples stériles. C'était particulièrement sévère. Avant la Deuxième Guerre mondiale, donc pas de quotient, mais un système d'abattement. Donc, c'est un système forfaitaire qui est très critiqué parce que le montant à déduire, le montant de l'abattement, vous pouvez déduire, est le même, quel que soit le montant de revenu.
Donc c'était toujours le même abattement par rapport, quel que soit le revenu. Donc on trouvait injuste que les plus hauts revenus aient le même abattement que les plus bas revenus. Mais déjà, on n'a pas conscience, mais on sent la volonté de personnaliser l'impôt. On sent effectivement qu'on a envie de l'adapter à la situation personnelle et familiale des contribuables. La guerre se passe, et donc on crée le quotient familial par la loi du 31 décembre 1945. Quand on crée ce quotient, on a 3 objectifs. Le premier, renforcer le mariage. Et c'est pour ça qu'existe en France, toujours à l'heure actuelle, et j'en reparlerai, une obligation commune de déclaration. En France, on n'a pas le choix. Si vous êtes mariés, vous faites la déclaration ensemble. Et donc, dans ce cadre, pourquoi on fait cette déclaration ensemble? Parce que madame, la femme ne travaille pas, elle reste à la maison, et on considère qu'elle est à la charge de monsieur, qui va aller à l'extérieur, travailler et entretenir sa femme et ses enfants. Le deuxième objectif, le deuxième but, c'est d'améliorer la justice fiscale. En fait, on veut personnaliser l'impôt et établir une égalité devant le sacrifice fiscal. Donc, par exemple, un couple sans enfant qui déclare 50 000 € par an paye plus d'impôts qu'un couple avec enfant qui déclare le même montant de revenus. Et donc, ce système doit avoir un effet redistributif. Ceux qui payent le plus vont payer des services pour ceux qui payent moins parce qu'ils ont des enfants. Et enfin, troisième objectif, la natalité. En 1918, la France a perdu 1,5 million d'hommes. Donc, on a un très grand nombre de femmes veuves, et donc évidemment, peu ou pas d'enfants. Et en 1939, la France est le pays le plus âgé du monde. Donc la natalité est un vrai problème, et on veut l'augmenter, notamment par le quotient familial. Donc là, je viens de dire d'où ça venait. Maintenant, je vais essayer, voilà, vous l'expliquer. Le quotient familial, c'est une spécificité française. Donc, juste avant de l'expliquer, je voudrais simplement dire ce qui existe ailleurs. Principalement, 2 méthodes. La première, c'est l'abattement. L'abattement, c'est, vous avez une base imposable, et on va soustraire à cette base une somme déterminée. Par exemple, en Belgique, on a un abattement de 1 850 € pour un enfant, 4 760 pour 2, et on augmente. Et donc, cet abattement augmente en fonction du nombre d'enfants. On a la même chose, par exemple, en Espagne. L'autre méthode, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Donc, on va diminuer la base imposable, même système. Vous avez un enfant retiré une somme, 2 enfants retirés une somme. Mais, au moment où vous n'avez plus d'impôt à payer, l'État peut même vous donner de l'argent. C'est-à-dire qu'il va vous verser de l'argent. Et donc, c'est plus intéressant que l'abattement, parce que l'abattement, une fois que vous n'avez plus d'impôt, l'abattement ne fonctionne plus. Que là, quand vous avez un crédit d'impôt, ben, si vous n'avez plus d'impôt à payer, l'État va vous rembourser la différence. C'est le système au Royaume-Uni. En France, on n'a pas du tout ce système, donc c'est le quotient familial qui s'applique à la fois pour le couple et pour les enfants. Pour le couple, c'est ce qu'on appelle le quotient conjugal. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une obligation pour les couples mariés. Vous n'avez pas le choix. Vous devez faire une déclaration ensemble.
C'est la même chose quand vous avez signé ce qu'on appelle un pacte civil de solidarité. C'est une forme de mariage civil. Donc, vous devez établir une déclaration avec les revenus des deux personnes, et les deux personnes sont solidaires du paiement. C'est-à-dire que si l'un ne paye pas, ça sera l'autre. Dans les autres législations, dans les autres États, c'est très différent. Généralement, c'est la déclaration unique. Chacun fait sa déclaration. Je crois que c'est l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse. Et puis, vous pouvez, sur option, par exemple, comme en Allemagne, faire une déclaration commune. Donc, très clairement, la France a un système différent qui n'a pas été adopté par les autres États. Pour la famille, on a le quotient familial. Et donc là, on va fonctionner. Alors, je ne vais pas l'expliquer en détail, parce que c'est assez complexe, et qu'en fait, l'administration le fait pour nous. C'est à peu près l'idée. Mais ce n'est pas simple du tout. En fait, dans un premier temps, on calcule le nombre de parts. Un adulte, une part. Si vous êtes marié, deux parts. Le premier enfant, une demi-part. Le deuxième enfant, une demi-part. Et à partir du troisième, une part par enfant. Donc, par exemple, si vous êtes marié avec 4 enfants, ça va vous faire 5 parts. Une part pour chaque parent. Les 2 premiers enfants, c'est une demi-part chacun, ça fait une part complète. Une part pour le troisième, une part pour le quatrième. Une fois qu'on a ce nombre de parts, on va calculer le revenu. C'est le revenu de tous ces membres de la famille. On applique un barème. On multiplie, on prend le barème pour une part, et après on multiplie par le nombre de parts. Alors bien évidemment, on a des exceptions. Quand vous avez un enfant, par exemple, qui a un handicap, vous avez une demi-part en plus. Mais c'est un système de parts qu'on applique au revenu, et après on a un résultat. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un calcul compliqué, et en fait l'administration nous donne les formules. Voilà, ce système de parts, je crois, est assez unique, peut-être au Portugal, mais on ne l'a pas ailleurs. Donc là, j'ai essayé de vous expliquer l'origine, ça va à peu près, puis le fonctionnement, effectivement c'est plus compliqué. Et là, dans un second temps, j'aimerais voir quel est l'impact du quotient familial, familial sur la famille française. Et je vais poser plusieurs questions parce qu'on va voir ça pour le couple et ensuite pour la famille. En France, la règle, c'est vraiment, vous êtes marié, vous êtes partenaire de base, vous faites une déclaration commune. Vous n'avez jamais le choix. Sauf quand vous êtes encore marié, mais que votre couple est en voie de séparation. Mais il faut que ça soit reconnu par le juge. Par exemple, vous êtes en instance de divorce, vous décidez d'avoir des résidences séparées, le juge donne l'autorisation de faire des déclarations séparées. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en Europe, ça n'existe pas, ou sur des sols, ou presque, avec la déclaration obligatoire, ça n'existe plus au Luxembourg, ça n'existe plus en Suisse. Le principe partout, c'est la déclaration séparée avec pour option de déclaration commune, sauf en France. Ce système, qui n'existe pas ailleurs, je crois, pose 2 questions. La première, c'est est-ce que cette obligation permet une égalité entre les conjoints? Et la seconde, est-ce que toutes les formes de couple sont traitées de la même manière? Alors, sur la première question, est-ce qu'il existe une égalité? En droit français, dans les textes, dans la loi, pas de différence entre hommes et femmes. D'ailleurs, on a le mariage homosexuel, 2 hommes, 2 femmes peuvent se marier.
Donc la déclaration commune n'est pas une forme d'inégalité juridique. Mais je vais prendre un exemple. Une femme gagne 30 000 euros par an. Un homme gagne 50 000 euros par an. Ensemble, ils gagnent 80 000. Divisé par 2, ça fait 40 000 chacun. Donc, madame est perdante et monsieur est gagnant. Or, économiquement, 80% des femmes gagnent moins que leur mari. Donc, la déclaration commune a des effets assez néfastes pour la grande majorité des femmes. Sauf si vous gagnez plus que votre mari. Là, ça devient intéressant. La deuxième question, c'est de savoir si on a un traitement égal entre les couples. En France, vous pouvez vivre, alors soit marié, pas de civil, ou en union libre. Bien sûr, on a différentes formes de couple. Mais tous les couples ne sont pas traités de la même manière. Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, si les couples sont mariés pacsés, déclaration commune obligatoire. En union libre, interdiction de déclaration commune, vous n'êtes pas marié, donc déclaration séparée. Donc suivant votre forme de couple, ça ne sera pas le même traitement fiscal. Je prends un exemple où vous avez une grande différence de revenus entre deux concubins, deux personnes qui vivent en union libre. Par exemple, l'un a des revenus et l'autre ne travaille pas. Donc le premier qui travaille a à sa charge le second qui ne travaille pas, mais il n'a pas le droit à deux parts. Ils ne sont pas mariés. Il aura droit à une part. Et celui qui ne travaille pas une part, mais qui n'a pas de revenus, ça n'a pas d'incidence. Donc, dans tous les cas, dans ces cas-là, les concubins vont se marier ou être dans un partenariat pour obtenir un avantage fiscal. Nous sommes donc toujours en 1945, lorsqu'on a créé le mariage, le quotient pour favoriser le mariage. On a des systèmes différents. Ça, c'est pour les couples. Pour les enfants. En fait, dans cette dernière partie sur le quotient familial et l'impact sur les enfants, enfin, sur la natalité, la première, c'est de savoir si le quotient familial a un impact, un effet sur la natalité, qui est traditionnellement reconnu. Et la deuxième, c'est de savoir si ce quotient, ce mécanisme, a un effet redistributif. Alors, avant de vous parler directement de l'effet sur la natalité, je vais faire peut-être un état des lieux de la natalité en France. Parce que, c'est vrai, la France a le plus fort taux de natalité dans l'Union européenne, et même parmi les pays occidentaux. Mais, comme les autres pays, elle subit depuis plusieurs années une baisse de ce taux. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. En 2023, on avait 9,9 naissances pour 1000. Mais par contre, en 1982, c'était 14,2. Donc on a une véritable baisse. On a presque perdu 5 points. En 2023, si on compare le nombre de naissances et le nombre de décès pour 1000 habitants, c'est 9,9 pour les naissances, 9,7 pour les décès. Donc, voilà, on n'arrive pas à une égalité, mais on a un excédent très faible. Et cette tendance à la baisse continue. Elle continue. Cela signifie que la France a une natalité qui ne permet plus de renouveler, d'assurer le renouvellement des générations. C'était vrai en 2010. En 2010, on avait 2,2 enfants par femme. En 2023, c'est 1,68. Donc voilà, 12 ans, 13 ans, on a perdu. Et cette baisse de natalité inquiète maintenant tout le monde, y compris votre président, M. Macron. En janvier 2024, il a souhaité un réarmement démographique. C'est un peu bizarre de parler
de réarmement pour des enfants. Bon. Et il a présenté un plan. Dans ce plan, il n'y a aucune mesure fiscale. En fait, il n'y a que des mesures pour lutter contre l'infertilité, puisqu'il y aurait un couple sur 4 en France qui aurait des soucis, des problèmes pour avoir un enfant, ou plusieurs. Donc, je crois que la natalité en France, elle va moins mal que celle d'autres pays, mais elle ne va pas très bien non plus. C'est un mouvement général. Alors, pourquoi la natalité en France, même si elle baisse, elle est un peu meilleure que d'autres États? Je crois qu'il y a des éléments qui ne relèvent pas de la loi fiscale. Un certain nombre d'éléments qui ne relèvent pas de la loi fiscale. Le premier en France, c'est qu'en fait, on a un système de garde très efficace. Quand vous êtes une femme, vous pouvez avoir des enfants et continuer de travailler. L'école est obligatoire à partir de 3 ans. Et vous avez une réduction fiscale quand vous prenez une garde d'enfants. Et on a un environnement culturel favorable au travail des femmes. Pour vous prendre un autre exemple, celui de l'Allemagne, l'Allemagne a un taux de natalité extrêmement bas. Alors, école obligatoire à partir de 6 ans, ça veut dire qu'avant, c'est vous qui vous occupez de vos enfants. Pas de système de garde. Et les femmes, les mères qui travaillent sont appelées les mères corbeaux, c'est-à-dire que ce sont celles qui laissent le nid vide. Elles partent. Donc en Allemagne, le choix c'est des enfants ou travailler. Et donc, dans ce cadre-là, on peut se poser la question de l'effet du quotient familial. Il existe depuis 1945, presque 80 ans, et c'est presque toujours le même système. Il y a eu peu de changements. Mais en même temps, en France, le taux de natalité a augmenté et en ce moment on baisse. Alors que le quotient ne bouge pas. C'est toujours le même système. Donc de mon point de vue, le quotient familial n'agit pas réellement sur la natalité française. C'est un système intéressant. C'est extrêmement nécessaire. Il faut prendre en compte fiscalement les charges que représentent les enfants pour calculer l'impôt. Mais je ne suis pas sûre que les Français et les Françaises fassent uniquement des enfants pour payer moins d'impôts. Le quotient familial n'encourage pas réellement la natalité, mais ne la décourage pas. C'est-à-dire que si les gens veulent faire des enfants, ils ne se posent pas la question de l'impôt. La deuxième question, c'est aussi la question de l'effet redistributif du quotient familial. Donc, comme on l'a vu précédemment, comme je vous l'ai dit, on a un nombre de parts en fonction du nombre d'enfants. L'objectif, c'est que les contribuables sans enfants, mariés ou pas, mais sans enfants, qui a le même niveau de revenu qu'un contribuable ou qu'un couple avec enfants, payent plus d'impôts. Ainsi, le contribuable seul, enfin, sans enfants, plus exactement, pardon, sans enfants, contribue à financer des services publics utilisés par les familles avec enfants, notamment les écoles, les universités, et même, de toute façon, les hôpitaux, voilà. Donc, la France a un fort taux d'imposition. On est assez champion. Donc, on a un effet redistributif qui devrait être aussi très important et permettre d'avoir des services publics de qualité. Alors, en France, on a beaucoup de critiques sur les services publics, mais globalement, on a un système qui permet de contenir les inégalités, de faire que les inégalités ne soient pas trop excessives, ou moins importantes que dans d'autres États. Mais pour le quotient familial, on a une critique très importante. Le quotient familial, en fait, permet de faire baisser l'imposition. Vous avez des enfants, vous payez moins. Or, plus l'impôt est élevé, et plus le quotient va avoir pour effet de faire baisser l'impôt. Donc, inversement, les contribuables pour les revenus les plus faibles n'auront pas
de quotient, il ne paye pas d'impôt, donc on ne peut pas le baisser. En revanche, pour les classes moyennes et riches, effectivement, c'est intéressant parce que ça fait baisser l'impôt. Mais ce n'est pour les classes les plus modestes, il n'y a pas d'impôt, donc on ne peut pas le baisser. Alors, en 1981, on a voulu limiter l'effet du quotient, et donc, pour les contribuables les plus fortunés, on a instauré un plafonnement. Et donc, pour faire en sorte que le quotient familial n'entraîne pas une baisse d'imposition trop importante pour les plus hauts revenus. Et donc, en 2023, pour une part, l'avantage est limité à 3 518 €. Vous ne pouvez pas faire une économie supérieure à 3 518 €. Mais malgré ce plafonnement, beaucoup considèrent que le système du quotient familial profite plus aux contribuables riches et pas assez aux contribuables modestes. C'est un peu la critique actuelle. En conclusion, je crois que le système fiscal français tel qu'il existe actuellement, c'est le résultat d'un contexte historique, culturel, sociologique et juridique. Mais je ne suis pas sûre qu'il puisse être adopté tel quel par d'autres États, parce que c'est, vous voyez, ça, 1914, 1945, c'est le produit d'une histoire, et je crois qu'il a une efficacité limitée sur la démographie française. Je pense que l'envie de faire des enfants, le désir de faire des enfants, ne dépend pas seulement de la fiscalité, mais d'un environnement et de la perception d'un futur dans lequel les parents pensent que les enfants pourront vivre heureux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.